Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. On recommence donc là pour la deuxième partie de l'émission qui donc devrait paraître une semaine après la première. Je suis toujours avec Charles qui va toujours très bien, toujours très en forme. Et donc la fois d'avant on avait parlé de Covid, de passe sanitaire, d'Afghanistan, etc. Là on revient sur un petit peu des sujets plus politiques, plus actuels aussi et plus franco-français, ou du moins plus proche de notre référentiel. Alors, mon premier sujet, c'est du coup Xavier Bertrand qui se présente pour la 12e fois environ. J'ai l'impression que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il annonce sa candidature pour qu'on reparle de lui. J'ai l'impression qu'il a fait ça une dizaine de fois. Valérie Pécresse aussi qui l'a annoncé. Et alors c'est un petit peu étrange parce que j'ai l'impression que les deux ont vraiment exactement le même créneau politique. Ils parlent toujours de droite et du centre et ils ont toujours cette espèce de quinzaine de pourcents qu'on leur donne, qui est la crédibilité de ce créneau. C'est une bonne question. Moi, je crois que les prochaines élections présidentielles, mais ma compétence dans le domaine de l'analyse politique, je ne la surestime pas. Hein. Je suis d'une grande modestie. Et je me souviens de De Gaulle qui, quand on lui avait dit que quand il s'en irait, il y aurait un grand vide, il avait dit, vous rigolez, il y aura un trop-plein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des candidats. Donc, il y a deux choses qui, telles que les choses sont parties, me paraissent assez évidentes. C'est que personne ne va aller voter. Si vous avez le choix entre Valérie Pécresse, Bertrand, donnez-moi un autre nom sans intérêt, il y en a, c'est pas ce qui manque. Bah après, il y a tous ceux qui veulent se présenter à la primaire LR. À la primaire LR, ils doivent être 3 ou 4, plus Marine qui était en train d'essayer de ressembler à Valérie Pécresse aussi vite qu'elle le peut. Donc, même physiquement d'ailleurs. Même physiquement, elle doit perdre encore quelques kilos, mais elle finira bien par y arriver. Donc vous avez, et puis bon, la gauche, qui ont... Ah oui, bah la gauche, bon, on a l'habituel Mélenchon, on va avoir la primaire des Verts aussi, qui la primaire va des être Verts, un peu folklorique. A priori Hidalgo. Et un petit trublion qui s'appelle Montebourg, qui essaye de donner un côté un peu chevènement. Un côté un peu chevènement, et bon, et français. Bon, et puis, bon. Donc on va avoir 10 à 15 candidats, qui chacun vont faire entre 5 et 6% des voix. Et donc le président sera désigné par celui qui aura fait 8, et puis le second qui aura fait 7, vous voyez ce que je veux dire? Et alors que personne n'aura été voté. C'est vrai. Ça paraît une élection qui fait naître une légitimité. Vous savez la différence entre la légalité et la légitimité. La légitimité, c'est dans le fond quand vous avez le soutien du peuple. C'est quand De Gaulle revient au pouvoir un petit peu. Ou c'est quand en mai 68, si vous voulez, quand vous avez le débarquement sur les Champs-Élysées de millions de personnes, et puis que tout le monde vote De Gaulle le tour d'après, ça, qui l'a pas empêché de partir 9 mois plus tard ou 1 an plus tard, mais ça, c'était pour une autre raison. Il avait envie de partir, je crois. Donc, ça, c'est l'hypothèse pessimiste. L'hypothèse optimiste, c'est qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à se lever et qui se fasse entendre du pays. Et ça, on verra. Mais pour l'instant, je suis assez partisan de l'armée mexicaine, vous savez, où il n'y a que des généraux et pas d'électeurs, quoi. Et donc, si c'est le deuxième cas qui se précise, la France sera vraiment très très mal partie. Très très mal partie, parce que se retrouver, si vous voulez, avec un Bertrand ou une Pécresse comme président de la République, quoi. Franchement, c'est limite à se demander si je préfère pas directement Macron, quoi. Au moins, on sait que c'est son deuxième mandat, c'est le dernier. Alors que, possiblement, avec Bertrand, on repart pour 10 ans. En disant de non-décision, de beauté en touche, voilà. Mais l'analyse politique, si vous voulez, c'est que
comme la fonction politique a été capturée par une classe d'origine administrative et qu'elle n'a aucune légitimité politique, le vrai danger, c'est qu'on se retrouve la France gouvernée par des sous-préfets, quoi. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec ces candidats, Bertrand, Pécresse, c'est que ils font du classique RPR, UMP, LR, ultra prévisible. Alors, on va créer des emplois. et aussi, alors ils aiment bien s'emparer des thèmes qu'ils maudissent pendant tout leur mandat à la tête des régions. C'est-à-dire que pendant 5-6 ans à la tête des régions, on va cracher sur l'extrême droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour, machin. Et derrière, on va parler de renvoyer les clandestins dans des charters, etc. C'était une expression de Pécresse. Oui, mais bougez pas, on l'avait déjà entendu avec Sarko, ça, non? Oui. Ça faisait partie de son programme. Et dès qu'il est arrivé, il a mis je ne sais plus qui à la... C'est ça, mais quand même, j'ai l'impression que tout le monde tombe dans le panneau quand je parle à... Mais personne ne tombe dans le panneau. Regardez, aux dernières élections législatives, donc avec le président actuel, vous avez même pas 50% des Français qui ont été votés. Oui, mais malheureusement, du coup, tous ceux qui vont voter, c'est ceux qui tombent dans le panneau. C'est ceux qui vont bénéficier des mesures qui ne seront pas prises, si j'ose dire. Les gens qui souffrent, eux, ils vont pas voter. Mais ceux qui vont voter, c'est le personnel qui travaille avec Madame Pécresse et tous ces gens-là, si vous voulez. Faut pas oublier que la France est dans une situation où ce qu'on appelait autrefois, dans la guerre de 14-18, vous saviez, il y avait l'arrière et il y avait le front. Mm-hmm. Et il y avait, les gens qui se faisaient tuer au front, et puis les gens de l'arrière, ils vivaient, ils rigolaient, ils s'amusaient bien, et tout. Donc, nous, ça fait 50 ans qu'on est gouverné par l'arrière, et que les gens qui sont au front, c'est-à-dire les entrepreneurs, les salariés du secteur privé en prennent plein la gueule pour pas un rond, tandis que les types, ils s'en mettent plein les fouilles avec 17 retraites ou 14 retraites, comme l'avait le gars qui était chargé de réformer les retraites, quoi, ce qui prouve qu'ils sont compétents pour choisir les gars. Au moins, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais, et donc, si on a à nouveau un gars du front, de l'arrière, je veux dire, si on a un gars, le front va vraiment s'écrouler cette fois-ci. Tous les entrepreneurs, tout ça, ils vont fermer boutique et ils vont partir ailleurs, quoi. C'est sûr. Moi, je discutais justement avec quelqu'un hier qui avait déjà assisté à une réunion entre Valérie Pécresse et beaucoup d'entrepreneurs. Et alors Valérie Pécresse, parce que elle ne comprend rien à rien, elle pensait que devant des entrepreneurs, on parle d'économie, etc. Pas du tout. Mais non. Pas du tout. Les entrepreneurs lui posaient des questions sur l'écologie, sur surtout la sécurité, l'immigration, l'identité. Comment on va faire pour que la France reste la France, quoi. Et elle était pas du tout prête à ce genre de questions, parce que tout ce qu'elle sait dire, c'est non à l'extrême droite. Je parle vite fait d'immigration pour essayer de botter en touche. De botter en touche. Et ensuite, je vais parler surtout de programmes socio-économiques chiants auxquels personne ne comprend rien. Et qui n'ont aucun effet. Et qui n'ont aucun effet, qu'elle-même ne comprend pas, et que de toute manière, elle ne mettra même pas en place. Non. Et parce qu'il n'y a plus un rond. Alors, de toute façon... Et du coup, je pense que le candidat qui assumera à fond ces thèmes-là, lui, il peut séduire beaucoup, non seulement le peuple qui attend que ça, il faut parler, et les entrepreneurs aussi. Oui, parce que les entrepreneurs, aussi curieux que ça paraît, sont des gens qui aiment le risque, donc ils aiment leur pays quelque part. Comment dire, pour moi, il faut parler aux Français du pays. C'est-à-dire que le pays, c'était un mot en vieux français qui était intéressant, qui voulait dire la France, ok, mais qui voulait dire aussi le village dont ils étaient. C'était un pays, c'est-à-dire qu'il était du même village que moi, quoi. Donc le pays, c'est un mot qui recouvrait la nation, qui recouvrait le village, qui recouvrait la région, et de là, bien sûr, ce devenir de paysan, j'imagine, parce que c'était un gars qui travaillait sur la terre. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille qu'on ne parle plus du pays aux Français, en leur disant « vous êtes une nation de pays ». Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous êtes enraciné, et ça veut dire que vous êtes de quelque part. Et
moi je vois bien ça au rugby, si vous voulez. Le rugby ne se développe que là où il y a des pays. C'est-à-dire, c'est dans le Pays Basque, c'est dans Catalogne, donc, faire comprendre que la France est à la fois diversité et unité. C'est-à-dire que c'est un pays merveilleux parce que tous les 15 kilomètres, tout change. La bouffe, l'architecture, la forme des églises, tout ça. Et c'est ça qui a toujours fait le truc de la France. Donc, ramener la France à une espèce de construction technocratique, où on va parler PIB, où on va parler... Les Français s'en tapent, mais alors... Totalement. Bah, tous les candidats, en fait, ne connaissent rien à leur pays. En revanche, ils ont appris pendant 5 ans les statistiques, le tableau annuel de l'INSEE qui fait entre 300 et 400 pages. Alors ça, le tableau noir, ils le connaissent par cœur. Mais ça sert à rien. Ils connaissent pas leur pays. Ça correspond à rien, ce tableau, parce qu'en plus, ça correspond pas à une création de valeur, à une identité. Donc, pour moi, ce qui me paraît le plus étonnant dans toutes ces campagnes, c'est que plus personne ne parle de la France aux Français. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dit, mais dites les gars, si j'ose dire, la droite, c'était la nation, c'est-à-dire c'était le pays dans son historicité, c'est-à-dire depuis 1500 ans. La gauche, c'était la population d'aujourd'hui qu'il fallait traiter convenablement, en particulier les partis les plus faibles. La droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Donc il faut reparler aux gens de la France. Je suis complètement d'accord. Ça me paraît tellement évident. Sujet suivant. Le choc démographique. Ça, j'ai écrit un papier il y a 5 ans où j'annonçais tout ce qui se passait. Maintenant, l'étude qui était d'ailleurs qu'on peut retrouver, qui était d'ailleurs sur le site, que j'appelle la peste blanche, si mes souvenirs sont exacts, qui m'était fait engueuler par Libération à l'époque. Et c'est une habitude. Et tout se prévoit, tout se passe exactement. La dernière étude de l'INSEE montre très bien qu'il y a des endroits complets qui deviennent des... Absolument. Donc pour replacer les faits dans leur contexte, il y a un site donc qui s'appelle France Stratégie qui fait pas que ça, mais qui fait du recoupage cartographique de données de l'INSEE et qui a fourni tout un catalogue de cartes très précises sur les mineurs immigrés ou descendants d'immigrés, dans les écoles, fils d'immigrés, donc génération suivante. Ça a été repris derrière dans un article du magazine Causeur, et derrière ça a fait parler de lui pendant plusieurs jours sur CNews, sur d'autres chaînes de télé, sur d'autres médias. Est-ce qu'on assiste à la fin d'une omerta? Il est difficile. L'omerta, si vous voulez, ça marche tant que vous êtes dans la nuit et que vous voyez rien. Mais quand les choses commencent à vous crever les yeux, allez vous balader dans la Seine-Saint-Denis où vous vous rendez bien compte qu'il y a eu un petit changement de population. Moi, pour raconter une histoire, en 1952, nous étions à Amiens, où mon père était à l'époque en poste. Et mon frère, qui avait 2 ans, mon jeune frère, est sorti dans la rue, se baladait avec ma mère. Et il a vu un noir. Il s'est mis à pleurer. C'était la première fois qu'il voyait un noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, donc, en 1952, la population était 100%. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais pour lui, ça a été un choc culturel gigantesque. C'est ce truc-là. Et il n'en avait jamais eu, donc il s'est mis à pleurer. Je pense pas qu'il se baladait à Amiens. Aujourd'hui, il aurait ce problème, quoi. Donc, je dis pas, mais je dis nier qu'il y ait eu un changement démographique profond dans notre population. C'est tout à fait insensé. C'est d'autant plus insensé que ça avait été annoncé par des gens très compétents du style d'Alfred Sauvy, dans un livre, je crois, La France submergée, qui a dû être un de son dernier livre, qui a dû être écrit vers 1990. C'était un grand homme, Alfred Sauvy, c'était un homme de gauche, mais Dieu sait que c'était un grand homme. C'était une honnêteté intellectuelle parfaite. Ça a été un de mes maîtres à penser, donc pour ceux qui veulent, ils doivent relire les bouquins d'Alfred Sauvy, ça donne une idée sur la façon dont la méthode d'un esprit honnête se développe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Bon. Donc il avait regardé les statistiques démographiques, c'est lui qui avait fondé à la fois l'INSEE et l'INED, donc il connaissait les sujets. Et il avait dit, bon, vers 2020, l'Afrique va se déverser sur l'Europe. Donc il faut tout préparer,
essayer de bâtir des business là-bas pour qu'ils y restent, etc. Il avait tout, il a tout. Il vous donne les statistiques démographiques, ce qui allait se passer vers 2020, donc c'est il y a 30 ans. Et tout se passe comme il l'avait dit, et nous n'avons rien préparé. Et comme nous n'avons rien préparé, on fait comme pour le Covid. Omerta. On dit non, ça se passe pas. Donc j'ai pas besoin de prendre de mesures puisque ça se passe pas. Par ailleurs, ce qui est absolument fantastique, c'est que la gauche, elle, commence à opérer un changement rhétorique, c'est-à-dire que ces dernières années, elle essayait de faire comprendre que non, il n'y avait pas de changement démographique, qu'il y a toujours eu autant d'immigrés, d'étrangers en France, etc. Et aujourd'hui, on nous parle de créolisation, etc. Mais évidemment comme quelque chose de positif. Et évidemment, quand c'est décrit comme quelque chose de positif, on ne le remet pas en question. C'est, oui, évidemment qu'on se créolise, c'est normal. C'est intéressant parce que ce que vous avez remarqué, toute une série de gens qui s'y connaissent un peu, c'est que les sociétés où il y a plusieurs populations qui se mélangent, sont toujours les plus violentes. Les sociétés les plus harmonieuses, c'est la Suisse, où ils sont suisses et puis voilà, quoi. Oui. Après, il y a c'est toujours la société américaine, une violence inouïe, parce que vous avez des conflits qui sont... Après, il y a peut-être quelques exceptions très, très ciblées, comme je pense, parce que c'est un exemple qui revient souvent, par exemple, c'est Singapour. Singapour, c'est quand même un État super fort. Vous rigolez, je connais bien Singapour, j'ai été un conseiller de la Banque Centrale de Singapour pendant des années, ils étaient actionnaires dans un certain nombre de mes boîtes. Ouais. C'est une dictature. Oui, Quiconque bouge le pied à un truc, il se retrouve des coups de bâton sur le dos, hein, et puis c'est pas drôle, les coups de bâton, ça fait très mal. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc vous mettez un chewing-gum par terre, vous en prenez plein la gueule, vous aussi des coups de bâton. Donc m'expliquer que oui, il y a une société, il y a des Malais, il y a des Chinois, il y a des Indiens, mais vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Hein. Oui, c'est ça. Mais du coup, les conséquences de choc démographique, elles sont doubles. Soit, d'un côté, on n'a pas un État super fort avec une politique pénale gargantuesque, et à ce moment-là, il y a la peine de mort pour le trafic de drogue en Singapour, et puis alors... Voilà. Donc, soit on est dans une société où il y a encore certaines libertés, mais ultra violentes, soit on est dans une dictature, mais là, tout le monde ferme sa gueule. Et il n'y a pas... À Singapour, par exemple, vous ne pouvez pas acheter l'Herald Tribune. Enfin, le New York Times, quoi, parce que ils ont dit du mal 2 ou 3 fois de Singapour, donc vous le trouvez pas, quoi. On s'en fout maintenant avec l'Internet, on va le dire sur l'Internet. Si vous avez rien de merde à faire, mais enfin, je veux dire, c'est pas du tout une société de liberté, quoi. Ah oui, ça, j'ai jamais dit. Et c'est une société parfaitement, donc, des sociétés multiraciales qui soient particulièrement harmonieuses, ça court pas les rues. Vous avez peut-être le Canada, où ils sont assez sympas. Oui. Mais ils font très attention à l'immigration qu'ils choisissent. Hein. Ils ne prennent que les types qui ont fait des doctorats ou n'importe quoi. Ils sont très... Ça, je sais pas si c'est encore le cas ces dernières années avec Trudeau. Parce que... Si, ils continuent à faire très attention à qui ils laissent rentrer. Je sais parce que j'ai de la famille là-bas. L'immigration, ils prennent des gens, mais ils prennent pas les damnés de la terre. Hein. Écoutez, moi j'ai un exemple récent. J'ai un copain qui est en école d'ingénieur, et il a d'autres copains qui sont aussi en école d'ingénieur, qui donc ont fait 5 ans d'études d'ingénieur et qui voulaient partir au Canada, qui s'y sont pris un poil tard en août, et on leur a dit écoutez, là au niveau immigration on est un peu plein parce que vous comprenez, on a pris des réfugiés afghans. Du coup, je sais pas si on va pouvoir vous accueillir. Du coup... Il y a le coup des réfugiés afghans qui est un peu spécial, mais on peut laisser rentrer les réfugiés afghans parce qu'ils sont paisibles, il n'y a aucun problème, ils mettront aucune difficulté, on les connaît, les Afghans, c'est des gens sages, tranquilles, il n'y a aucun problème. Demandez aux Anglais, aux Russes, aux Américains, même aux Français, hein, de plus en plus, on commence à avoir des petits retours d'expérience. Alors, ensuite, on va rigoler un petit peu à la fin. On en a besoin, mon pauvre ami. J'ai vu un article de Libération le week-end dernier. Vous avez une mauvaise lecture. Hein. Non, j'ai même pas fait exprès. Je suis tombé dessus sur Twitter parce que Emmanuel avait retweeté un truc et du coup j'avais vu le titre. Donc le titre c'était Charles Gave, le financier d'extrême droite qui roule pour Zemmour. Alors le premier truc auquel j'ai pensé,
c'est que j'étais vraiment jaloux. J'aurais beaucoup aimé qu'on fasse cet article sur moi, parce que franchement, se faire insulter par Libération, pour moi, c'est comme le plus beau des compliments. C'est mieux que la Légion d'honneur. Ah oui, franchement, oui. Ça a beaucoup plus de valeur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu cet article pour la première fois? Bon, vous savez, moins on parle de Libération, mieux je me porte, parce que j'ai pas tellement envie de parler de ces gens-là qui ont quand même un gros avantage sur moi, c'est qu'ils ne gagnent pas l'argent dont ils vivent. Ils vivent de subventions. Donc, avoir une presse qui vit d'une subvention étatique, moi, si vous voulez, un journal qui reçoit des subventions, je ne l'achète pas. Parce que je sais qu'il va donner le point de vue de celui qui fait les subventions. Donc, je trouve rigolo que Libération se permettent de donner des jugements de valeur alors qu'eux sont des achetés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas libres puisqu'ils ne sont pas indépendants financièrement. Précisément, puisqu'ils ne sont pas libres, alors ils accusent ils accusent tous les autres, ceux qui le sont. Ceux qui le sont. Alors, ayant lu l'article qui était mal écrit, parce que plus personne ne sait écrire de nos jours, c'était je sais pas comment il s'appelait d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt, mais c'était un type qui manie la plume, comme si c'était des sabots, quoi. Vous voyez, je veux dire, il utilise toutes les formules convenues. Je suis arrivé à la conclusion que c'était un très bon article. Ah oui? Eh oui, parce que si vous voulez, qu'est-ce qu'il disait dans le fond, ce cher homme? Il disait que dans le fond, j'étais une tête de cochon et que je faisais que ce que je voulais. Ce qui est vrai. Que j'étais parti à Londres parce que les communistes me faisaient chier en France et que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes qui avaient tué 100 millions de personnes. Enfin, pas les Français, mais qui n'avaient jamais condamné. Ce qui était vrai. Que j'avais monté une société internationale qui a 1000 clients dans le monde, qui était éminemment respectée dans tous les milieux financiers. Ce qui était vrai. Que j'étais un homme qui était attaché à la défense de la famille et à la défense de notre pays. Ce qui pourrait être un crime abominable, ce qui était vrai. Que dans la mesure où c'est possible, j'essayais de payer le moins d'impôts possible en me servant des choses légalement pour payer le moins d'impôts possible. Ce qui était vrai aussi, puisque c'est le devoir de citoyen de payer le moins possible à son État. Donc je me suis dit, en creux, ils font un portrait de Charles Gave, qui est drôlement flatteur, quoi. Il fait ce qu'il veut, il emmerde tout le monde, il voit qui il veut, il dit ce qu'il veut, et puis il doit rien à personne. Je me suis dit, il y en a pas assez des gars comme moi. Et donc je me suis dit, tiens, ce type, il comprend rien, mais il a une capacité de peindre les choses d'une façon... Moi, quand j'ai lu son article, je me suis dit, n'importe qui réfléchit normalement devait se dire, ben Dieu, il faudrait que je le rencontre, ce gars-là, il a l'air intéressant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, je suis assez d'accord, je l'ai lu aussi hier, et j'ai trouvé assez bien. Je me suis dit, bah finalement, il y a vraiment pas de problème. Hein. Pas de problème, il est bien ce gars-là, comment je pourrais le rencontrer, quoi. Je me suis dit, mais, ce qui prouve à quel point ils vivent dans un monde complètement irréel, on appelle ça en anglais de make believe. Vous savez, ils se racontent des histoires et ils les croient, quoi. Si je veux dire, la différence entre la gauche et la droite, hein, si je devais... parce que je suis d'extrême droite, hein. Personne n'est moins d'extrême droite que moi, quoi. Enfin bref. Je sais même pas ce que ça veut dire extrême droite. La différence, c'est quand j'étais enfant, vous savez, les 3 petits cochons avec le loup. Ben, dans mon livre, quand j'étais enfant, les 2 premiers qui se faisaient une maison en paille, une maison en bois, ils se faisaient bouffer par le loup. Et le 3e, il était dans sa maison, il se faisait pas bouffer. Ça, c'est être de droite. Et depuis, quand je dis ça à mes petits-enfants qui ont la même histoire des 3 petits cochons, les 2 premiers petits cochons, ils réussissent à se sauver de leur maison qui était mal bâtie pour aller dans la maison du 3e qui était bien bâtie, et ils se font pas bouffer. Et ça, c'est être de gauche. Ouais. De raconter aux gens qu'il y a des loups et que les loups vont pas les bouffer. Et ben ça, c'est une connerie, les loups vont les bouffer. Donc être de droite, c'est regarder la réalité en face. Si je bâtis pas ma maison, comme dans les évangiles, sur du roc, eh ben je me ferai bouffer. Et même, je dirais, être de gauche, c'est être les 2 premiers petits cochons, mais pas seulement se réfugier chez le 3e. C'est l'emmerder après. Mais le condamner dès le début parce que construire une maison en briques, c'est fasciste. D'abord, c'est fasciste, et ensuite, ça coûte de l'argent, et où est-ce qu'il a trouvé l'argent, etc. Il a épargné, ce couillon-là.
Ouais. Et ensuite, on va chez lui, et ensuite, chez lui, on va l'emmerder, on va faire les règles. Faire les règles, comment tu dois vivre dans ta maison. Et donc, ben voilà, donc, ben oui, je suis un petit cochon de droite qui a essayé de bâtir sa maison pour pouvoir dire ce qu'il veut, quand il veut et à qui il veut. Je n'ai besoin de personne. Et d'ailleurs, surtout pas de Libération. Mais du coup, au final, portrait plutôt flatteur, j'ai trouvé. Ben, il n'y a pas de plus grand plaisir ni de luxe dans la vie que de se faire traiter d'imbécile par un crétin. C'est quand même un plaisir d'un raffinement qui ne se défend. Ça, moi, ça me fait un plaisir fou, quoi. Là, le jour où Libération écrira un tel papier sur moi, je considérerais que j'aurais Voilà, fait c'est mon ce que m'a travail. dit un de mes amis qui m'a téléphoné. J'ai reçu plein de coups de téléphone de gens qui me disaient « Oh là là, tu souffres pas trop ?» J'aurais dit « Vous rigolez ?» Et alors, j'ai reçu plein de papiers, de coups de téléphone. Et il y en a un qui m'a dit « Bah, tu vois, Charles, tu peux dire que tu as réussi dans la vie. Parce que avoir un papier négatif sur toi dans Libération, c'est quand même un brevet de réussite. » Ouais. Ouais, et puis c'est pas juste 5-6 lignes, hein, c'est toute une page, quoi. Toute une page. Donc je me suis dit juste sous cet angle-là. Ah bah, vous avez raison. Et du coup, dernier fait d'actualité, là c'est assez brûlant à l'heure où on en parle parce que c'était hier. Zemmour donc a été relaxé pour ses propos tenus lors de la convention de la droite. En première instance, il avait été condamné à 10 000 € d'amende et donc relaxé là en appel. Est-ce que ça lui laisse une autoroute pour 2022? Je sais pas si ça lui laisse une autoroute, mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que la première des choses qu'il faut faire en France, c'est supprimer toutes ces lois mémorielles. Qui n'ont, dans un pays, il ne peut pas y avoir de loi interdisant la liberté de parole. Oui. C'est donc, ça me paraît la chose la plus essentielle, et il faut supprimer toutes ces lois mémorielles, et les types qui disent des saloperies, ils se font juger a posteriori par les tribunaux pour avoir dit des choses fausses, etc. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire quelque chose avant de savoir ce qu'il va dire. On ne peut pas contrôler la parole de quelqu'un avant qu'il l'ait faite. Ça, c'est un truc abominable. C'est ce que dit Zemmour. Et moi, je dis beaucoup de choses. J'ai regardé beaucoup de gens dans ma vie, si vous voulez, mais il y a Zemmour, quand je le regarde comme ça de l'extérieur, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est qu'il aime ce pays de façon animale. Charnel, ouais. Charnel. Comme je dis toujours en rigolant, il me fait penser à Bernanos. C'est un paysan picard. Lui, c'est un petit gars qui arrive du fin fond de l'Algérie. Ils aiment ce pays de façon physique, quoi. On sent qu'ils ont une espèce d'amour. Et ça me paraît quand même intéressant parce que chez les politiciens, aujourd'hui, j'en vois plus tellement. Et le deuxième, c'est qu'il a un courage fou. Physique. C'est-à-dire que, bon, c'est quand même pas Schwarzenegger, hein. C'est pas l'athlète, mais physiquement, il a pas peur. Et donc, je me dis, un type qui aime ce pays et qui a pas peur, bah, ça tranche avec beaucoup d'hommes politiques, quoi. Et je crois que le peuple le sentira, ça. Le peuple sent qu'on aime le pays. C'est possible, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec ce vide à droite. Mais ce vide pas à droite, ce vide politique, parce qu'à gauche, il y avait beaucoup de gens qui aimaient leur pays et qui avaient du courage. C'est vrai. Quand j'étais enfant, il y avait des tas de gens qui étaient tout à fait étonnants à gauche, qui aimaient leur pays. C'est vrai, sauf que à gauche, aujourd'hui, ils détestent leur pays. Philosophiquement, ça devient impossible d'aimer son pays. D'ailleurs, je vois la seule candidature un peu mignonne et intéressante à gauche, c'est Montebourg. Montebourg, voilà. Vite fait. On va pas non plus abuser, mais ce serait Montebourg. Et il est donné à 2%, quoi. C'est-à-dire qu'il reste peut-être 2% de gens à gauche qui aiment leur pays. À droite, je pense qu'il y a pas ce vide-là en termes de participation, mais en termes d'offres politiques. C'est-à-dire qu'on a le créneau LR qui est en capacité de gagner, mais qui est toujours incapable d'appliquer ses propres programmes. Mais regardez, on a eu Chirac et on a eu Sarkozy. Et Sarkozy et Chirac, ça a été bien plus désastreux que la quasi-totalité des autres mis ensemble, quoi. Donc, vous vous dites, bon alors, ils ont joué la carte Cocorico, et ils nous ont foutu en l'air. Dès qu'ils ont été élus, ils se sont mis à faire autre chose. Absolument. Et moi, je pense... nommer le porteur de riche, je sais plus où. Ce qu'il y a de plus symptomatique par rapport à ça, c'était en 2007, la création du ministère de l'identité nationale. Toute une polémique hallucinante qui les faisait être grimés en Hitler, Himmler ou Goebbels chez Libération ou l'Humanité, pour au final dire l'identité française, c'est
liberté, égalité, fraternité. Et quand on aime vite fait la liberté philosophiquement, c'est bon, tout le monde il est français. La culture du renoncement sur ce créneau-là, et je trouve hallucinante. Non, mais en plus, on n'a pas besoin de préciser ce qu'est d'être français. Non, on n'a pas besoin d'un ministère de l'identité. On n'a pas besoin, comme... si vous voulez, il y a une chose qu'il faudrait supprimer, toutes affaires cessantes pour le prochain homme de droite qui sera élu, c'est le ministère de la Culture. La France a toujours été le pays le plus cultivé du monde, il y avait les écrivains, etc. Sauf à partir du moment où on a créé un ministère de la Culture où tout s'est effondré. Donc, une culture, ça se vit dans le dénouement, dans la pauvreté, et pas dans les postes subventionnés dans des ministères. Donc, la première des choses, c'est supprimer le ministère de la Culture. Ensuite, fermer. Il y a tout un truc qu'on pourrait fermer comme ça assez rapidement et faire des économies substantielles. Ouais, je suis complètement d'accord. Voilà. Donc, Zemmour, si j'ose dire, il a un avantage, c'est qu'il a une longueur d'onde. Vous savez, un homme politique a une longueur d'onde comme ça. Et quand vous regardez les hommes politiques présents, vous avez l'impression que leur longueur d'onde, c'est un poste à galène, quoi. Ça doit se sentir à 30 cm autour d'eux, mais il n'y en a pas un qui fait bouger l'air quand il arrive quelque part, sans parler de Barnier ou des gens comme ça. À droite, ça c'est clair. Mélenchon en 2017 avait une certaine longueur d'onde. Mais il a foutu en l'air avec toute l'histoire. Évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, je sens, même rhétoriquement, quand il fait un meeting, je le sens un peu essoufflé par rapport à 2017. Il avait surpris, mais c'est fini. Autant dans le contenu que dans la forme. Aujourd'hui, avant, Zemmour parlait de Mélenchon pour faire parler de lui. Ouais. Aujourd'hui, Mélenchon parle de Zemmour pour faire parler de lui. Et les rôles se sont complètement inversés. Et il trouvait il y a quelques mois encore sa candidature complètement clownesque. Et aujourd'hui, dans les intentions de vote, ils sont donnés au même pourcentage, 7 ou 8. Ce qui est tout à fait étonnant. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez le personnage politique, si vous aviez une machine pour mesurer la longueur d'onde de chaque candidat, vous auriez un black sur une absence de rate de trucs sur tous les candidats, sauf sur Zemmour qui a une longueur d'onde. Qui a à l'évidence une longueur d'onde. Il n'y en a pas un autre qui a quelque chose à dire, quoi. Totalement. Je sais pas ce que ça donnera, mais voilà, je voulais simplement signaler que moi, en tant que citoyen, je sentais ça, quoi. Ouais. Même en tant que personne qui vit, quoi. Moi, je peux pas comprendre, par exemple, surtout à mon âge, je peux pas comprendre qu'à 20 ans, on puisse militer pour Macron ou pour Bertrand, quoi. C'est chiant. Je reçois sur mon email, probablement comme beaucoup de gens, des emails des jeunes républicains. Je me dis, putain, les jeunes républicains. Quel âge ils ont? L'âge de rentrer au Sénat, 75 ans, quand ils ont 18 ans, ils sont déjà prêts à rentrer au Sénat, quoi, mais c'est... Et les vrais jeunes républicains, pour le coup, eux... Parfois, je suis en accord énorme sur le constat, sur le diagnostic. Parce qu'en fait, on est assez proche, pareil, des opinions de Zemmour. Et derrière, ils vont militer pour Pécresse ou pour Ciotti, je sais pas. Et encore Ciotti, c'est pas le pire, mais pour d'autres qui, justement, ont absolument pas de longueur d'onde, ont pas de programme. Et même le peu de programme qu'ils ont, ils ont même pas la volonté de le faire appliquer. Donc, c'est ce que j'ai dit dans le premier papier que j'ai fait cette fois-ci. L'année qui vient va être intéressante. Et l'année suivante. Et l'année suivante. Et l'année suivante. On est parti pour une période extrêmement intéressante. Absolument. Et bah du coup, on vient de commencer l'année, je pense, comme il se doit. Et du coup, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Et du coup, n'oubliez pas, encore une fois, d'aimer, de partager, de commenter, etc. pour faire... Et de vous inscrire, parce qu'on n'est qu'à 110 000. 110 000, c'est bien, mais... C'est bien, mais de toute façon, c'est jamais assez. On peut faire mieux. Du coup, voilà, faites jouer les algorithmes pour faire monter la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt avec ce cher Charles. Merci, belle fois.